Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Africly, le podcast totalement dédié aux littératures d'Afrique et des diasporas. Alors aujourd'hui, tout d'abord un petit rappel sur les 2 rencontres littéraires que j'organise la semaine prochaine en collaboration avec la bibliothèque Hergé d'Etterbeek et le critique littéraire José Mabita. Le jeudi 13 novembre, je vous invite à un voyage littéraire sur le fleuve Congo avec l'autrice Émilie Faure-Fényon pour son roman « Afin que tu te souviennes », un livre majeur pour l'histoire des 2 Congos, et aussi avec l'auteur Dibakana Mankiesi pour son roman « Le psychanalyste de Brazzaville ». Alors c'est un livre qu'on qualifie de roman historique et de vrai polar. Alors la 2e rencontre aura lieu le samedi 15 à 17h avec les autrices Eve Guéra pour son roman Rapatriement et Bénédicte Lotoko pour son roman Ça brille encore. Alors je rappelle qu'Eve Guéra a reçu le prix Goncourt du premier roman et Bénédicte Lotoko a reçu la mention spéciale du prix Sangor. Je rappelle également que les 2 autrices ont été sélectionnées pour le prestigieux prix des 5 continents. Inscrivez-vous, ne tardez pas, je mets toutes les informations en barre de description. Alors maintenant, je vais vous parler de la grande Emily Boom que j'ai eu l'honneur de voir à Bruxelles mardi dernier. Oui, Emily Boom était à Bruxelles pour donner une conférence dans le cadre de la chaire des francophonies. Alors, la chaire des francophonies, c'est un projet mené par l'organisation PEN Belgique francophone en collaboration avec 4 universités belges francophones. Dans ce cadre, différentes activités sont proposées comme des conférences, des ateliers d'écriture, des performances qui ont pour objectif de faire découvrir la francophonie dans toute sa diversité. Alors, Emily Boom, qu'on ne présente plus sur ce podcast, c'est une autrice immense. C'est vraiment une des grandes voix de la littérature contemporaine. Alors, dans cette conférence que j'ai trouvée magique, Emily Boom va parler entre autres des premiers textes qui l'ont ébloui. Elle va parler des auteurs et des livres qui l'ont marqué, de l'écriture et de la francophonie. Alors, je vous invite vraiment à lire Le rêve du pêcheur, à écouter sur ce podcast la présentation que j'ai faite de ce livre, à écouter aussi les 2 interviews d'Emily Boom que j'ai sur ma chaîne. Et avant de vous laisser, je vous souhaite des lectures passionnantes. Je vous dis à très vite et maintenant, je vous laisse avec la voix d'Emily Boom. Ma rencontre avec Toni Morrison. J'ai lu Beloved quand j'avais 16 ans. Il se trouve que j'étais dans un cours de physique-chimie et que je détestais la physique-chimie. Et donc pendant ce cours, je lisais des romans sous la table. Ma salle de classe donnait sur un escalier et puis ma prof d'anglais qui m'avait vu lire est descendue dans la classe. Elle a arrêté le cours et elle est arrivée juste à côté de moi et je ne m'en suis pas rendu compte tellement j'étais concentrée dans ce que je lisais. À la fin du cours, elle m'a convoquée dans son bureau et elle m'a dit « Si tu aimes tant la littérature, il faut que tu lises des vrais auteurs. » Elle m'a offert ce livre, Beloved. Je lisais déjà beaucoup avant, mais c'est le premier éblouissement littéraire dont je me souviens. Toni Morrison racontait une façon d'être au monde, une façon d'être noire qui m'était totalement étrangère. Bien sûr, je connaissais la mairie, je connaissais l'esclavage et tout ce qui avait suivi. Mais moi, j'étais une petite fille ordinaire, je grandissais à Douala, dans ma ville, dans mon pays, j'étais la norme. Je n'avais pas de surplomb, je n'avais pas d'expérience
raciste ou racial. Ça ne faisait pas partie de mon quotidien. Et tout d'un coup, je découvrais cet autre univers, cette autre violence, cette autre façon d'exister en tant que noire. Et je découvrais aussi une chose, une façon de parler de sa communauté, sans complaisance, avec une forme de brutalité. Mais chaque mot affirme qu'il s'agit de sa communauté et des personnes pour lesquelles on a de l'amour et de l'attention. Je me suis dit que si un jour j'écrivais, si un jour je publiais, j'aimerais me rapprocher de ce que faisait cette autrice. Ce livre fut un éblouissement, et c'est sans doute cela qui s'inscrit si fort dans mon esprit. Il y a eu d'autres livres, d'autres éblouissements. J'ai beaucoup pleuré en lisant la poésie de Baudelaire. Je me suis émue pour Anna Karénine et pour Kit, le personnage principal du roman de Dickens, Les Grandes Espérances. J'ai adoré la délicatesse de Stephen Zweig dans 24 heures dans la vie d'une femme. Je me souviens d'avoir eu le cœur brisé en lisant La Tâche de Philippe Roth, Disgrâce de Coetzee ou Germinal d'Émile Zola. Tant de livres, tant d'univers offerts en partage, tant de voyages et de découvertes, 1000 chemins pour explorer le monde, m'explorer moi-même. Je suis venue à l'écriture par la lecture, par la rencontre entre mes aspirations profondes et l'imaginaire d'un autre qui m'emporte comme s'il avait été créé sur mesure. Je lisais et mon monde s'éclairait, mes yeux se dessilaient, ma sensibilité s'aiguisait. Je lisais et une fois que j'avais refermé le livre, je pensais, moi aussi j'ai envie de vous raconter nos rues, notre ciel, nos infortunes et nos élans, nos vies infiniment romanesques. Lire m'a donné envie d'écrire, de participer à une conversation à laquelle je me suis sentie conviée. Je ne me souviens pas d'une époque de ma vie où je ne savais ni lire ni écrire. La littérature est le lieu de mes questionnements, de mes bouleversements, de mes révolutions. J'ai d'abord eu accès à une littérature qui venait d'Europe, mais aussi de Russie, des États-Unis. La littérature du Sud, y compris l'Afrique et le monde noir, sont apparus bien plus tard dans ma vie parce que je n'y avais pas accès à l'endroit où je grandissais. J'ai commencé par aimer les livres dont je n'étais pas la cible. Je doute fort que Balzac, Émilie Brontë ou Tolstoï aient eu en tête la jeune fille grandissant à Douala que j'étais lorsque j'ai découvert leurs romans et me suis passionnée pour leurs univers. Mais peu importe que leurs livres ne m'aient pas été explicitement destinés. Car la littérature n'a à mes yeux rien d'universel. Elle est singulière et confidentielle. C'est pour cela qu'elle nous atteint dans un lieu en nous que nul ne peut présager, même pas l'auteur. Pour cela que nous entretenons un rapport si personnel avec les livres qui nous touchent. Lorsqu'une personne me dit qu'un livre lui a sauvé la vie, je la crois. Et de l'endroit où je suis, de ma géographie intime, je sais que je peux adresser le monde, puisque c'est ainsi qu'il s'est ouvert à moi, ici même, dans le lieu où je me tenais, au cœur de ma singularité. Depuis, je me suis largement rattrapée sur la littérature africaine, notamment sur la littérature africaine notamment. Et je voudrais ici vous parler d'un livre en particulier, La route de la faim, de l'écrivain anglais d'origine nigériane Ben Okri. C'est l'histoire d'un enfant esprit, Azaro, qui après main aller-retour entre les morts et les vivants, décide de rester sur terre, sur la route de la faim, par amour pour sa mère, alors qu'il aurait été plus heureux dans les béatitudes des larmes. J'ai entendu maintes fois ce conte, raconté par ma grand-mère. Je crois que tous les Africains connaissent les histoires des enfants qui partent et qui reviennent. Il me semble que ces histoires ont été inventées, pour devenir un peu objectif et concret,
Il me semble que ces histoires ont été inventées dans une époque où la mentalité infantile était trop importante. Alors, ces histoires d'enfants qui meurent plusieurs fois dans une vaste hésitation entre le monde merveilleux où existent ceux qui ne sont pas nés et la consolation des mères endeuillées, racontent aussi une partie de mon enfance. Tant de récits, tant de nuits, une, mille et une, racontent les épopées de ces enfants capricieux, que l'on peut y voir une façon de se consoler en sublimant par les contes des gens la douleur du deuil. Pour clarifier mon propos, je vais évoquer mon impression à la lecture de La Nuit Blanche, de Nuit Blanche, une petite nouvelle écrite par Dostoïevski, que vous connaissez peut-être, pas Dostoïevski que tout le monde connaît, la nouvelle. C'est l'été, dans la jolie ville de Saint-Pétersbourg, où se promène notre jeune narrateur quand il tombe sur une belle jeune femme en larmes. Elle lui plaît. Il va vers elle et lui dit en substance: quel que soit le motif de votre souffrance, vous êtes trop belle pour pleurer. Ensuite, il s'en veut, car il n'est pas satisfait de son entrée en matière. Il se reproche d'avoir abordé la fille avec cette phrase rabâchée dans tous les romans, dit-il. J'ai éclaté de rire à ce passage. L'effet comique était involontaire. On ne peut pas prétendre que Dostoïevski soit un auteur très drôle. J'ai ri, car moi-même j'avais trouvé en lisant la façon dont il abordait cette femme qui n'était pas très originale. Il s'agit d'un jeune russe du début du 19e siècle. Et si on se réfère à la date où le roman a été écrit, plutôt début 19e. Mais tant de romans ont été écrits dans cette région du monde que la ville même de leur rencontre possède une littérature qui lui est propre. Que toutes les façons d'aborder une jeune femme semblent avoir déjà été écrites et déjà rendues obsolètes. Moi, avant de lire Ben Okri, je n'avais jamais expérimenté une littérature qui fasse cas de ma mythologie intime. J'ignorais même que cela était possible. De cette façon, avec une telle justesse, une telle connaissance du propos. Alors j'ai rattrapé mon retard sur la littérature du Sud, sur toutes celles qui explorent les mondes, les imaginaires loin des standards, des canons, des attendus. Dorénavant, lorsque je veux comprendre un pays, son peuple, ses mœurs, ses croyances, sa situation politique ou son histoire, je recherche ce qu'en disent ses poètes et ses auteurs. Mario Vargas Llosa, avec La ville et les chiens, en partant de son pays, le Pérou, m'a confirmé que la littérature était aussi politique. Le ton grinçant, l'humour désespéré de Sonny Laboutancy dans La vie est demi nous dit Brazzaville, ses chimères, ses misères. Le poète Rifat Al-Harrer, le romancier Karim Katan m'ont ouvert la Palestine. Je me suis rattrapée sur les récits des femmes, Neige Simo, Natasha Abana et tant d'autres qui s'emparent des violences de l'intime jusqu'ici silencieuses, tabous, et l'inscrivent avec brio dans le monde longtemps conservateur et masculin de la grande littérature. J'aime infiniment ces récits qui viennent bousculer les prérequis, redéfinir les espaces, donner de l'épaisseur, en même temps que de la nuance, à un monde trop riche pour être enfermé sous un seul son de cloche. C'est ainsi que j'aborde le monde. J'essaie de le comprendre, d'en saisir les nuances, la complexité. Lire me permet de rester vigilante, attentive. J'ai la chance d'organiser des ateliers d'écriture destinés à des jeunes auteurs un peu partout dans le monde. Aussi bien en Afrique, dans les Caraïbes, en France, qu'aux États-Unis. Je travaille avec des personnes de tout âge, de toutes les conditions sociales. Ceux qui interrogent leur genre, ceux qui portent en eux des territoires conflictuels, contradictoires, des langues qui s'entrechoquent ou s'épousent. Partout la même question revient. En amont du texte, dans le tremblement de la première phrase ou dans l'euphorie créative de l'acte d'écrire. La même question déguisée, si peu. Comment être sûr que mon roman, ma nouvelle, ma poésie plaira?
Comment faire pour trouver un éditeur? Est-ce qu'ils vont m'aimer? Alors je n'attends plus la question. J'y réponds en début d'atelier, en ne me basant sur aucune autre certitude de ma propre expérience. Personne n'attend votre roman, votre poème, votre nouvelle. Le monde ne montre aucune impatience pour une nouvelle Toni Morrison, un autre Stefan Zweig ou un André Brink. Vous pouvez changer le nom par celui de votre auteur préféré, qui lui non plus n'était pas attendu. D'un autre côté, même si tous les mots du monde avaient été écrits, toutes les histoires racontées, toutes les esthétiques dévoilées, même si tous les sujets avaient été épuisés, vous pourriez encore écrire votre version, votre interprétation du réel. Vous pourriez encore, si vous le souhaitiez, obéir à votre propre injonction de création littéraire. Personne n'écrira jamais comme vous, car nul n'habite votre corps, n'a votre expérience, votre désir et vos doutes. L'endroit où vous vous situez détermine votre horizon, vos angles morts, votre perspective et ce que vous choisissez d'en faire. Écrire peut être une décision intime, une liberté dont on choisit de se saisir ou pas. C'est en cela que c'est vertigineux. Mon premier roman est jusqu'ici mon seul texte autobiographique, comme souvent le sont les premiers romans. J'y parle de ma grand-mère dont j'étais très proche. Je l'ai écrit à sa mort pour raconter le destin d'une femme africaine ayant traversé le XXe siècle. Elle était décédée, j'étais loin. Je n'ai pas pu assister à ses obsèques. Mon fils venait de naître, il avait 2 mois. Je ne savais pas où déposer ce chagrin. Alors j'ai commencé à publier dans un blog son histoire, notre histoire. Et tous les jours, je mettais une page supplémentaire. Et puis une fois, je suis partie en vacances. Et quand je suis revenue et que j'ai ouvert ma page, il y avait tellement de gens qui l'avaient visité que j'ai cru à un moment que j'avais été piratée. Et ils se parlaient entre eux. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Et votre grand-mère et Sarah ont voulu, et entre eux, ils avaient commencé à se raconter leurs propres histoires. C'était la première fois que ce que j'écrivais sortait du cadre de mon intimité, était lu par d'autres que mes proches. Lorsque j'ai tenu ce premier livre dans les mains, je me souviens d'avoir lentement caressé la première de couverture sur laquelle était gravé mon nom, d'avoir feuilleté et humé l'encre sur les pages. Je me souviens d'avoir eu l'intuition que quelque chose d'à la fois merveilleux et terrible était en train de se produire, car je venais enfin de découvrir le sens que je voulais donner à ma vie. J'avais enfin trouvé ma place. Et à partir de là, rien ne serait plus comme avant. C'était vrai, mais j'ignorais à quel point. J'écrivais depuis toujours, mais c'est en publiant mon premier roman, Le Clan des femmes, en 2010, que j'ai su que je voulais devenir écrivaine. Écrivaine et rien d'autre. Ce livre a été un surgissement, une urgence. Ensuite seulement, j'ai appris le vertige qu'il y avait à transformer la passion des mots en métier. Depuis, j'ai écrit 5 livres. Et j'ai écrit le souvenir avec les maquisards, le souvenir manquant de la guerre d'indépendance au Cameroun. J'ai écrit la forêt, j'ai écrit le maquis, j'ai écrit la lutte pour la liberté. Et cette histoire ne m'avait jamais été racontée, jamais. Le silence, une sorte d'omerta qui a longtemps couvert cette partie de l'histoire du Cameroun. Et ce qui s'est passé, c'est que je regardais la télévision un jour chez moi avec une personne de ma famille, très âgée, qui est décédée maintenant. Et on regardait encore une fois une de ces zones en guerre et des gens qui étaient chassés de chez eux. Et elle m'a dit, tu sais, chez nous aussi, c'était comme ça. Mon père a été tué par la France, le colonisateur français, et ma mère a été rendue folle. Je n'avais aucune idée que cette chose-là avait été si proche de moi.
Mais en même temps, comment le contraire aurait été possible? Tout le pays s'était embrasé. Mais le silence était tel et la peur résiduelle restait telle que personne n'en parlait. Et que j'ai fait toutes mes études au Cameroun dans des écoles plutôt correctes et que je n'ai pas rencontré cette histoire. Alors je l'ai écrite. J'ai commencé à chercher ce qui existait. Il n'y avait pas de roman, il n'y avait pas de fiction, très peu, 1 ou 2 livres. Il y avait quelques études, puis j'ai commencé à parler aux gens. Et je me suis aperçue que le silence n'était pas le seul problème. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'intérieur de cette terre, dans les mêmes familles, il y avait à la fois des maquisards, des combattants de l'indépendance, et il y avait aussi des traîtres et des collaborateurs. Et que cette histoire avait fini par s'emmêler à un point qu'on ne pouvait plus déceler les uns les autres. Chacun avait réécrit à sa façon. Alors j'ai décidé d'en faire un roman. Et je me suis aperçue en écrivant les maquisards que je savais, en fait. Que je savais et que j'avais toujours su. Ça pose la question de la transmission, et cette question qui traverse mon travail parce qu'elle m'habite et elle me bouleverse. Je pense qu'on ne transmet pas par des mots, pas forcément. Je pense que l'idée d'appeler son père ou sa mère ou de lui dire « Assieds-toi, est-ce que tu peux me raconter ton enfance? Qu'est-ce qui se passait à ton époque ?» Ça ne se passe pas comme ça. On transmet par des petits signes. On transmet par les silences, on transmet par les goûts, on transmet par les habitudes, on transmet par les territoires, on transmet par le travail, on transmet par le regard, on transmet par toutes sortes de choses. Et c'est pour ça qu'on sait ce qui est silencieux. Et d'écrire les maquisards et de m'apercevoir que je connaissais cette histoire a impulsé mon travail par la suite. Parce que je suis ce que je suis aussi, j'habite dans une géographie éclatée. Je viens du Cameroun, j'y suis allée de mon plein gré, j'y retourne quand je veux. Et pendant très longtemps, j'ai pensé que j'étais une voyageuse, pas une exilée. Quand on me posait la question, je disais non, bien sûr, moi je n'ai pas de contraintes, je pars quand je veux. Et puis, il y a eu le Covid. Et nous sommes une famille de 5, certains sont là ce soir. Nous sommes une famille de 5 dispersés dans le monde. Nous vivons tous loin de chez nous. C'est comme ça. Nous sommes des voyageurs. Et ça a toujours fonctionné comme ça. On est très proches, on s'organise une année à l'avance pour savoir chez qui on passe Noël, dans quel pays, et c'est comme ça, c'est pas grave, c'est nos vies. Et puis soudain, il y a eu le Covid, et j'ai compris l'angoisse d'être loin des siens. S'il nous arrivait quelque chose, à n'importe lequel d'entre nous, on n'avait aucun moyen de le rejoindre. Nous étions trop loin, nous étions séparés par trop de choses, nous étions des corps empêchés. Et pendant que nous étions empêchés, l'absence se refermait sur nous. Parce que pendant ce temps, Douala et le Cameroun ne se sont jamais arrêtés. Eux, ils ont continué. Des choses ont continué à vivre et la ville a continué à grandir. Et le rêve du pêcheur parle aussi de ça. Mon dernier livre, c'est une histoire en miroir entre des lieux, Campo, un petit village dans l'extrême sud du Cameroun, Zacharias, un pêcheur et sa famille, qui voient leur vie bouleversée par l'avènement d'une coopérative et de la pêche industrielle. Il parle des rêves que nous portons, il parle du désir d'horizon. Il parle de l'histoire quelques générations plus tard de Zacharie, le petit-fils qui se retrouve à Paris et qui est un psychologue. Et cet homme qui étudie les cœurs, cet homme qui soigne les désordres mentaux, porte un tel tabou sur son passé que jamais il ne l'interroge, jamais, jusqu'à l'effondrement, jusqu'à ce que ceux qui l'ignoraient savoir lui reviennent. Parce qu'il y a un héritage traumatique. Tout le monde en parle, ça fait partie de la science aujourd'hui. Mais moi, je prends le pari qu'il y a aussi un héritage de survie et d'amour. Il y a un héritage de joie.
et il y a une page de rencontre. Et les deux se mêlent sur plusieurs générations, dans plusieurs géographies. C'est ce que j'ai envie d'écrire. J'ai appris, parfois dans la douleur, toujours dans le doute, au fond, le livre qui compte vraiment, celui qu'on a dans le cœur, dans les tripes, en travers de la gorge, c'est celui qu'on n'a pas encore écrit. J'ai appris que l'écrivain est son propre matériau, sa propre source, que jamais ne les quitte tout à fait la peur que ce matériau s'épuise, que la source tarisse. J'ai appris qu'écrire un roman pouvait se comparer à une course de fond, qu'il fallait adapter son rythme, sa foulée, apprivoiser les moments où votre corps vous intime l'ordre d'arrêter, celui où vous dites que vous ne supporterez pas un pas supplémentaire, mais vous continuez quand même en espérant un second souffle, un regain d'énergie pour aller au bout de cet effort à la fois inessentiel et précieux. Inessentiel parce que personne ne l'exige de vous, précieux parce qu'il est aussi important que l'air même que vous respirez. J'ai appris que l'écriture tient à ce fil fragile entre la maîtrise et l'esthétique, et le lâcher-prise qui consiste à s'autoriser à laisser s'écrire ce qui doit l'être, à faire pour soi-même le pari de l'absolue sincérité, en laissant se déployer l'intrigue, les personnages, l'intensité dramatique, vaincre sa peur, accepter que le roman vampirise nos refuges, nos vulnérabilités, qu'il s'écrit au cœur de nos déséquilibres, de notre intranquillité, et que d'une certaine façon, il nous met à nu, donc en danger. Une de mes amies, rescapée du génocide rwandais, s'est entendue demander lors d'une rencontre si elle allait baser toute sa carrière d'écrivaine sur cet événement. Est-ce que être rescapée d'un génocide était une identité? Est-ce que c'était du matériel littéraire? Est-ce qu'il fallait s'en expliquer? Devait-elle s'en expliquer? Puisque la question lui était posée devant tous. Une autre de mes amies chères, française, écrivant sur l'Afrique, se voit sans arrêt interrogée sur sa légitimité à s'emparer de sujets qu'on la suspecte d'usurper. Moi-même, de temps en temps, il y a quelqu'un qui lève la main lors d'une rencontre, quand la question ne vient pas directement de la personne qui fait la modération, pour me demander si je vais continuer d'écrire sur le Cameroun, sur l'Afrique, si même je suis capable d'écrire autre chose. En d'autres termes, quand vais-je enfin écrire un roman normal? Entendons-nous bien, je ne parle pas de danger de mort. Nous avons la chance de vivre dans des sociétés où vos écrits ne vous condamnent pas au pire, où vos écrits ne vous condamnent au pire qu'à la critique vindicative, cruelle et parfois injuste, venant la plupart du temps de ceux qui n'ont pas pris la peine de vous lire. Ça a l'air dur, mais il y a pire. Parce qu'il y a Boalem sans scène. Parce qu'il y a des pays où écrire peut vous coûter la vie. Ou en tout cas vous priver de liberté. J'ai appris que souvent dans le processus, l'écriture précède l'inspiration. Plus j'écris. Moi, j'accorde mon temps, mon énergie, ma disponibilité entière à l'acte d'écrire, et moi, le désir me presse. L'urgence naît de l'action même. Il existe entre la page blanche et l'acte d'écrire une connivence qui ne se découvre que dans la pratique. Si un boulanger ne fabriquait plus de pain, ce ne serait dramatique ni pour le four, ni pour le blé. Et ceux qui veulent du pain iraient l'acheter ailleurs. Mais il ne serait plus boulanger. Il en est de même dans cet étrange triangle amoureux constitué de l'écrivain, la page blanche et l'histoire. La page peut rester blanche et l'histoire ne pas s'écrire. Rien d'essentiel n'est en jeu, ni pour la page, ni pour l'histoire, ni pour le reste du monde. Seul l'écrivain joue sa vie à chaque phrase.
choisi chaque mot comme si personne avant lui ne l'avait utilisé. Ce qui est vrai. Des tas de gens ont usé et abusé des mots, certains avec un talent que lui n'atteindra jamais. Mais personne comme lui, car personne n'écrit de sa perspective intime et singulière, la vision qu'il a de l'endroit à partir duquel il regarde le monde, ce qu'il choisit d'en faire. Seulement, tant qu'il n'écrit pas, la page blanche n'en a rien à faire de l'écrivain. Elle ne sait même pas qu'il existe. J'ai appris qu'il n'y avait aucun remède contre l'angoisse de ne pas rencontrer son lecteur. La blessure si profonde qui vient réveiller des douleurs plus anciennes, des malentendus, dans le sens littéral du terme. Car j'écris pour être lu. L'acte littéraire ne se limite pas à ma liberté, mon désir, mes urgences. Je l'imagine comme une sphère. Une moitié appartiendrait à l'auteur et l'autre hémisphère au lecteur. La liberté de l'écrivain n'a d'égal que celle du lecteur. Un livre ne vous saute pas à la gorge en vous intimant « Lis-moi sinon je te tue ». Vous pouvez l'ouvrir lorsque vous le souhaitez et le refermer à votre convenance. Les livres changent le monde, oui, mais en nous saisissant un à un, écrivain par écrivain, lecteur par lecteur, un paragraphe après l'autre, en toute discrétion. Ils le changent dans toutes les directions. Ils nous bouleversent ou pas, sans sommation. Ils sont le lieu de toutes les rencontres, y compris les moins imaginables, de tous les inattendus. Et aussi étrange que cela puisse paraître, la langue de l'auteur, pour importante qu'elle soit, ne l'est pas autant qu'il imagine. Je n'écris pas en francophonie, j'écris en français. Régulièrement, notamment en France, on me complimente sur la qualité de mon français. La dernière fois, j'étais invitée à une rencontre et la libraire qui s'occupait des livres, je venais de terminer ma rencontre, et la libraire qui s'occupait des livres, quand je suis venue à ma table pour signer, elle m'a fait un grand sourire et elle m'a dit « Vous parlez un excellent français, c'est épatant ». Et j'ai répondu « Merci ». Et en fait, c'est le merci qui est resté. Vous voyez ce genre d'interaction où après vous avez 1000 réponses absolument brillantes qui ne viennent pas là. Là, j'ai répondu merci. Et dans ma tête, je me dis pourquoi j'ai dit merci. On me demande comment m'est venue la langue que je parle, dans laquelle j'écris. J'avoue que la question m'agaçait au début. Par quel absurde retournement du stigmate est-ce à moi d'expliquer aux Français pourquoi je parle et j'écris en français? Il s'agit de notre histoire commune. Et objectivement, ils ne peuvent pas ignorer les raisons pour lesquelles je m'exprime en une langue qu'ils considèrent comme la leur. Je me suis agacée, puis j'y ai pensé avec plus de profondeur. Car je suis romancière et tout nourrit le roman. Je ne peux pas parler de ceux qui choisissent d'ignorer leur histoire, mais la question reste intéressante. Pourquoi suis-je tellement perturbée par cette question? Qu'est-ce que mon agacement dit de moi? Mes parents sont de la génération d'Africains d'après les indépendances. Les premiers pilotes, les premiers avocats, les premiers chauffeurs de taxi, les premiers instituteurs, les premiers médecins, les premiers hommes d'État de l'Afrique néocoloniale. Ceux qui ont construit des villes, des pays, toute l'Afrique contemporaine, sans boussole, sans guide, en inventant tout, en se trompant souvent, en résistant comme ils pouvaient. La génération des pionniers. Je connais ces femmes et ces hommes par cœur. C'est eux qui m'ont élevée. Ils sont critiquables à 1000 égards. Et malgré tout, lorsque j'observe la folie du monde, la violence inouïe de la colonisation,
qui continue sous nos yeux épouvantés à tuer, piller, disqualifier, tout en essayant d'imposer un narratif. Je suis plus indulgente avec les erreurs. Je connais bien ces gens, oui. Je connais la Hollande, la façon dont le français leur est. L'interdiction de parler des dialectes vernaculaires à l'école et dans les cours de récréation. Dialecte par opposition à la langue vernaculaire pour la ramener à sa petitesse, à la subordination des peuples conquis. Nous étions sous-développés. Le progrès, l'avenir, impliquait de disqualifier les mots de notre mémoire, de notre passé, pour s'inscrire dans l'avenir forcément radieux qui nous ralliait au train de la civilisation. Je comprends la charge de violence et de séduction mêlée qui pousse une mère à chanter à ses enfants des comptines dans une langue qui n'est pas la sienne. Aujourd'hui encore, pour les Camerounais de ma génération, je peux deviner le statut social des parents et les ambitions qu'ils avaient pour leurs enfants, rien qu'en sachant s'ils sont familiers ou non avec leur langue maternelle. Chez nous, on parlait français à la maison. J'ai appris à parler mes langues avec mes grands-mères. Par ailleurs, j'ai grandi à Douala, une de ces immenses métropoles africaines qui inventent un langage qui leur est propre et qui s'adapte à leur réalité, leur accent, leur terroir. Je trouve assez drôle finalement que la République démocratique du Congo soit le pays où il y a le plus de locuteurs français. Je peux imaginer que pour vous les Belges, en particulier, cela doit être aussi assez cocasse. Le français que l'on parle à Kinshasa n'a pas grand-chose à voir avec le français de France. D'ailleurs, ni au Québec, ni en Belgique, ni à Douala ou à Abidjan, on ne parle tout à fait le même français. Et pourtant, c'est cette langue que nous avons en partage qui m'amène ici aujourd'hui. Moi, la petite fille de Douala, qui lisait un Victor Hugo, lui, qui est à milieu d'imaginer que des Cosette et des Fantine, il y en avait partout dans le monde et que la révolution se déclinait dans toutes les géographies. Je viens de passer quelques jours en Roumanie. Et aux étudiants francophones que j'ai rencontrés, je posais une question. Existe-t-il un français de Roumanie? Car pour s'approprier une langue, pour la faire sienne, il faut s'affranchir des règles qu'elle impose. Il faut pouvoir en jouer, quitte à la brusquer, ne pas hésiter à la trahir, à la métaphoriser autrement. La langue est la chose la plus libre et souple qui soit, la plus résistante possible. Aucune langue ne meurt ou ne s'efface. Les langues mutent, se transforment, s'adaptent. Elles se dilatent, s'interpénètrent, s'apprivoisent, s'influencent et même quelquefois se redécouvrent. Bien sûr, la langue est politique. Elle explique les dominations et les désirs de s'en affranchir. Elle dit les colonisations, les territoires assiégés, les résistances et les stratégies de survie. Elle traduit les ambitions, les rêves et les renoncements. Elle dit les victoires, les plaies béantes et les blessures secrètes. Un proverbe de chez moi affirme que les mots sont comme de l'eau. Une fois versée, on ne peut plus la contenir, on ne peut plus la remettre dans son récipient d'origine. La langue échappe, déborde, elle en dit moins sur nous que nous le croyons, mais bien plus que nous ne voudrions. Elle raconte sa propre histoire, librement. Un ami libanais m'expliquait qu'il avait longtemps bégayé lorsqu'il parlait en français ou en anglais, mais pas en arabe. Que du jour où il avait compris cela, du jour où il avait compris à 40 ans passés que la langue de son cœur et de son corps était l'arabe, son bégaiement avait cessé. Il s'était enfin autorisé à accepter les langues de la domination dans la mesure où il avait élucidé le mystère de son blocage, dans la mesure où il avait compris et accepté le fait que son parler distordu, heurté, était une forme inconsciente de résistance. Il expliquait cela dans un anglais parfait.
avec des mots et des métaphores qui venaient d'elle. Car en lui-même, il avait réconcilié ces langues. À chaque fois que nous rencontrons quelqu'un qui a un accent, qui cherche ses mots, hésite et tergiverse, nous devons savoir que cette personne possède un langage à lui, qui nous est inconnu, aussi riche et puissant que le nôtre. Nous devons lui être reconnaissants de l'effort qu'il fait pour communiquer avec nous dans une autre langue à nous. Je me souviens d'une rencontre à laquelle j'étais conviée en même temps qu'un écrivain ghanéen et une éditrice sud-africaine. Il était question du bien fondé d'une littérature en langue africaine. L'éditrice sud-africaine nous a longuement expliqué que bien sûr les Africains pouvaient écrire dans leur langue propre, pourquoi pas, mais l'anglais, quand même, est une langue magnifique, riche, avec un vocabulaire plus évolué et accessible que n'importe quelle langue africaine. À quoi l'écrivain ghanéen a répondu sur un ton très calme, avec un sourire un peu narquois. Comment pouvez-vous savoir que votre langue est plus riche que la mienne? Vous ne parlez pas lacan, tandis que moi, j'écris l'anglais. Je peux comparer les deux langues. Pas vous. Une de ces répliques qui rendent un moment ennuyeux et convenu soudain plus intéressant. Joyeux. Mon français à moi contient toutes mes langues, toutes mes géographies, leurs sous-entendus, leur vocabulaire, leurs questionnements, leurs obstacles, leurs reliefs, leurs tonalités spécifiques. Je suis consciente qu'ils me débordent. J'accepte l'inconnu et l'inattendu que mon vocabulaire promet. Je fais confiance à la plasticité de mon cerveau de lecteur. De fait, lorsque je lis un livre écrit par un auteur ou une autrice d'Europe du Nord, de Danemark, de la Norvège, de la Finlande, je sais, il m'arrive d'être incapable de déchiffrer le nom de la ville, de savoir grâce à son patronyme le genre d'un personnage. Et rien de tout cela ne déteint sur le plaisir de ma lecture. Je suspends mes croyances, mes impossibilités. Je fais confiance à mon cerveau, à sa capacité à s'adapter à l'étrangeté, sur une offre, un contexte, un visage, un récit. La langue est un vecteur. Elle épouse nos contradictions, propos que nous lui en fournissions l'occasion. Je le sais, car tandis que ma mère me chantait une chanson douce, ma grand-mère m'interprétait en autre langue la chanson du petit oiseau qui devait se calmer car sa mère était partie lui chercher à manger. Et si l'épervier entendait ses cris, c'en serait fini de lui. Pour mes enfants, j'ai repris tous ces chants, toutes les langues de mon enfance, j'ai ajouté Baby Love. Tandis que je lisais avec des livres de la petite Martine et toutes ces aventures extraordinaires que mes parents achetaient pour moi, ma grand-mère me racontait les histoires d'Onkulu, la tortue maligne. Tout cela a du sens. Rien ne me heurte. Tout est fluide. Je me souviens de la première fois que j'ai lu le mot chagrin. C'était dans La Belle et la Bête. Il était écrit que la bête avait du chagrin car Belle était repartie dans son village à l'appel de son père. Et la bête ne savait pas si et quand son amour reviendrait. Alors elle avait du chagrin. Je voyais ce mot pour la première fois et pourtant j'en ai dans une intuition immédiate et sûre deviné le sens. Je savais ce qu'était le chagrin. Pas besoin d'un dictionnaire pour ça. J'étais forte de ces mille feuilles, de mots, de langues, quand Douala, la ville où j'ai grandi, m'a enseigné son propre langage. Quand Paris, où je vis, m'a offert son argot. J'étais prête à les accueillir. Je vis, je rêve, je réfléchis, je conceptualise en toutes ces langues. Elles sont miennes. Je passe de l'une à l'autre sans m'en apercevoir. J'ai des mots, un accent pour chaque interlocuteur, chaque occasion. D'ailleurs, il s'agit là d'un sujet d'amusement sans fin pour les garçons. Depuis qu'ils sont tout petits, ils se prétendent capables de deviner à qui je parle au téléphone, rien qu'en entendant le langage que j'utilise, l'accent que je prends.
Et bien sûr, cela s'entend dans mon écriture. J'écris du Hamlet, traduit en français. Ce que nous faisons tous, en tant qu'écrivains, dans la langue qui est notre vecteur naturel. La traduction est la mère de toutes les langues, la passerelle ultime. Celle qui rend accessible à l'autre le plus de souvenirs, la plus que narration, l'intention au plus près des mots, de l'esthétique. La traduction est un métalangage qui transcende les appartenances et rend accessibles les fils invisibles reliés les uns aux autres. Autant de sentiers allant d'âme à main en enjambant nos contradictions, nos différences. La langue n'a d'intérêt que si on peut la traduire pour soi-même, c'est-à-dire se l'approprier. L'acte littéraire est une sphère qui exulte quand l'écrivain rencontre son lecteur, quand la collection s'élabore et prend corps dans le langage intime de chacun. C'est imprévisible et magique, comme un feu secret dans la nuit la plus froide, une voix essentielle que l'on ne reconnaît qu'en l'entendant, essentielle grâce au dialogue qui s'instaure là où la vie est à l'étroit, là où le quotidien étouffe, à l'endroit précis de notre besoin de faire lien. Je dis aux jeunes écrivains, écrivez pour nommer votre monde, pour briser votre isolement. Écrivez comme vous voulez, ce que vous voulez. Écrivez comme on jette une bouteille à la mer. Écrivez car il n'est pas exclu que votre message fragile traverse les océans sans se briser sur les rochers de la vie. Il n'est pas exclu que quelqu'un quelque part, à l'autre bout de la terre ou dans la maison voisine, reçoive grâce à vous l'annonce qu'il ignorait attendre. Tu n'es pas seul, et dans le silence de sa lecture, et que dans le silence de sa lecture, il vous fasse le présent de vos solitudes additionnées, devenues étreintes.